Alors après, si on veut continuer un peu du côté des mangas, là, peut-être que Amélie voudra prendre la parole. En fait, bon, moi, les mangas, j'ai pas une culture très large des mangas. Je m'y intéresse, voilà, en tant que pur amateur. Et donc, dans ma tête, parmi les repères historiques, il y a Osamu Tezuka. Après, je sais pas quels sont les autres classiques des mangas, en tout cas dans le domaine peut-être de la SF ou du fantasy qu'on pourrait citer, qui ont fait un peu l'histoire des mangas au départ, quoi. En fait, l'essor des mangas au Japon correspond avec la, les 30 glorieuses, en fait, le décollement industriel et économique du Japon. Donc, bien sûr, Tezuka avait commencé avant la Seconde Guerre mondiale à dessiner. Il a été, c'était pas le premier mangaka parce qu'il y en avait avant, mais c'est lui qui a instauré tous les codes et qui a quasiment inventé tous les genres. Euh, le, bah, les super-héros à la japonaise, les Magical Girls, les héros animaux, tout ça c'est lui. Il y a juste, je crois, les robots. Ça marche plus. Les robots géants, c'est un des jeunes gens qui l'a inspiré, qui a travaillé juste après lui, quasiment la. C'est le fil qui débloque un peu. Non. C'est bon, essayez de pas trop le bouger. Les robots géants, ça c'est peut-être le grand genre de science-fiction qui a été porté par les mangas et puis aussi surtout les dessins animés japonais parce que l'un ne va pas sans l'autre au Japon. D'ailleurs, il y a beaucoup de séries qui ont d'abord été créées pour l'animation qui sont ensuite passées au manga. Les deux genres en fait sont collègues, faut pas les oublier. Pour Tezuka, il faut quand même préciser, je crois que c'est l'inventeur, c'est le créateur d'Astro Boy, que la plupart des gens connaissent. Et puis, il est l'auteur quand même d'une BD de science-fiction qui va donner un très beau film, qui est Metropolis. Référence, bien sûr, au film de Fritz Lang. Il faut savoir que quand il dessine sa BD, il n'a jamais vu le film. C'est-à-dire qu'il va créer sa BD à partir de photos du film et il recrée l'histoire. Et à partir de là, il va y avoir un film qui va être développé, que vous avez peut-être vu, qui a été réalisé par Intaro, qui est vraiment un film magnifique que je vous conseille de voir. C'est sûrement, à mon avis, je le classe dans les grands films d'animation. J'ai pas trop aimé, moi. Dominique, si tu veux intervenir, t'hésites pas. Ouais, vas-y. Moi, en fait, ce que je voulais dire par rapport au manga, c'est ce que j'avais trouvé assez significatif, c'était son arrivée en France, parce que en fait, ça s'est fait un peu à coup de forceps, parce que il y a, alors moi, je suis pas un spécialiste de l'histoire, mais c'est ce que j'ai ressenti un peu à l'époque, parce qu'en fait, le premier manga, je dirais, qui s'est fait un peu connaître en France avant Akira. Dragon Ball, ben il y a Akira que Glénat a essayé d'imposer de façon massive. Alors ça a commencé par des fascicules qu'on trouvait en librairie. Et en fait, ça a été quasiment un flop complet, sachant qu'il y avait quand même des pubs qu'on retrouvait dans les villes, des 4x3, etc. pour Akira. Et ils ont quand même persévéré, ils ont arrêté au bout de 30 fascicules à peu près de sortir ce truc en kiosque, ils ont sorti des recueils. Là, il y a eu le film aussi qui est arrivé, donc le film d'animation. Et donc là, ça a commencé un peu à se trouver en librairie sous des versions cartonnées, en sachant qu'en plus, en sachant que c'était la version américaine qui était colorisée, donc qui est assez différente de la version originale, parce que des dialogues ont été rajoutés. C'est-à-dire que souvent dans le manga, c'est quand même assez, on va dire graphiquement et narrativement, il y a beaucoup de passages où il y a très peu de dialogues. Donc là, ils se sont sentis obligés de rajouter des textes off, des dialogues supplémentaires pour qu'on comprenne où se trouve l'action, quels sont les personnages, etc. Et donc effectivement, après maintenant, quand on veut acheter Akira, on peut le trouver dans la version originale japonaise, parce que maintenant les gens sont beaucoup plus habitués au manga. Et surtout, donc c'était une version américaine avec qui se lit dans le sens occidental, où les planches ont été inversées, recolorisées, etc. Avec les débuts d'ailleurs de la colorisation informatique, parce qu'à l'époque c'était quand même assez novateur. Hein. C'était dans les premiers trucs avec Steve Olive, qui après s'est fait connaître par le biais d'Image. Mais voilà, je trouvais que c'était important parce qu'il y a quand même le travail de Glénat qui a vraiment cru, enfin en tout cas des personnes là-bas, je ne sais pas qui, mais qui a vraiment cru. Et puis après, bon bah effectivement, Dragon Ball est arrivé. Et là, ça, parce qu'on voit le manga maintenant, la place que ça prend, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Voilà.
En France, on a découvert le manga, comme vous le savez sans doute, d'abord à travers les adaptations en animé qu'on voyait beaucoup fin des années 70, puis dans les années 80, où ça a vraiment explosé. Donc merci le Club Dorothée. Et ensuite, seulement les mangas sont arrivés, mais en fait, ça fait à peu près 20 ans qu'on a les mangas en France, grosso modo, à peine plus. Donc c'est finalement très récent, et pourtant, je ne sais plus quelle est la part de marché au niveau... je crois que c'est 40% des BD en général vendus en France, ou même plus, je ne sais pas. Voilà, c'est un marché énorme. Mais moi, ce qui me frappe, en tout cas, dans les mangas, c'est la façon dont ils ont de toucher tout. Ils sont pas... il y a un véritable syncrétisme pour eux. Science-fiction, fantasy, ce ne sont pas des cases. Ils n'hésitent pas à mettre des mondes avec des magiciens et à côté des robots géants. Voilà, ils mettent de tout. Justement, je voulais effectivement aborder les sources d'inspiration, les thèmes de prédilection, comme tu dis. Vas-y, je te laisse continuer. En même temps, ils ont vraiment une culture asiatique qu'on ne connaissait pas, je veux dire, avec une mythologie de démons, de notions comme le yin, le yang, qu'on n'a pas chez nous en Europe. Donc très éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir, de lire. Et quand on prend des mangas comme Naruto, par exemple, ils sont des ninjas, d'accord. Ils se battent à coups de boules d'énergie, comme dans Dragon Ball. D'ailleurs, Dragon Ball, est-ce que c'est de la fantasy ou de la science-fiction ? Il y a des deux. Et puis en même temps, dans Naruto, ils ont des ordinateurs et ça va ensemble. Pour eux, il n'y a pas de... Ils mettent de tout, ça ne les dérange pas et ça marche. Voilà. Je voulais rajouter quelques mots donc, sur l'arrivée des mangas en France. En fait, il y avait eu quelques tentatives, mais elles s'étaient révélées assez catastrophiques. Entre autres, l'arrivée dans les années, fin des années 70 d'un magazine, Le Cri qui tue, qui était un très beau magazine réalisé par un japonais qui vivait en Suisse. J'ai plus son nom en tête. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. J'ai plus son nom en tête. Personnage en fait qui croyait vraiment au succès du manga et qui avait essayé d'imposer ça. À l'époque, je me souviens, il était venu me voir à Lyon et il m'avait proposé carrément de distribuer son titre sur Lyon. Je lui avais dit, tu sais, ça va être difficile parce que je ne crois pas que les librairies sont encore prêtes pour publier ce genre de BD. J'avais quand même fait une tentative. Au moment où la revue a arrêté de paraître, chez moi, j'avais encore des cartons complets que j'ai gardés pendant très longtemps. Et quand les animés ont commencé à se développer à la télévision, donc il a commencé à y avoir une demande, à partir de là, je les ai vendus comme des petits pains. Mais l'éditeur n'existait plus déjà depuis des années, j'avais même plus de contact avec lui. Et on fait donc je parlais tout à l'heure de l'arrivée des comics, donc vraiment en masse aux éditions Lug, mais il faut savoir qu'en France, cette arrivée a été quand même très difficile parce qu'il y avait vraiment une opposition assez violente à la BD américaine. Et entre autres, dans les années 60, on a vu pas mal d'articles dénonçant les comics américains, dont un article qui avait quand même fait beaucoup de bruit à l'époque, paru dans Révolution, décembre 64, qui se présente sous le titre « Comics, l'école de la violence », qui dit tout. Voilà. Ouais, je voulais revenir sur la... Il y a une question. Je crois que le nom de l'éditeur, c'est Akira Takemono, et qui vivait en Suisse. Et pour l'avoir rencontré plusieurs fois, les gros problèmes qu'il a eu avec le cri qui tue découlaient des tarifs douaniers suisses. Et il avait de gros stocks qui ne pouvaient pas sortir de Suisse, et c'est ce qu'il a coulé. Il a publié 7 ou 8 numéros qui lui ont coûté extrêmement cher, et il a jeté l'éponge. Après, il y a eu un autre album qui est paru chez Kesselring. Voilà, le vent est comme un cheval. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça marche. Sur Akira, en fait, et l'arrivée d'Akira en France. Là, on parle des trois pôles, en fait, français, enfin franco-belge, américain et japonais. Et en fait, il faut savoir, depuis les débuts de la BD, à peu près, alors il
des débats sur les vrais débuts, mais les trois pôles ne cessent de s'influencer en fait, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Par exemple, on parlait de Tezuka et son influence principale à lui, c'était Walt Disney, quoi. C'est pour ça que tous les mangas, ils ont des grands yeux parce que voilà, Tezuka a importé ce code. Et l'arrivée d'Akira, en fait, c'est quelque chose qui a été, alors même si ça n'a pas marché, les fascicules au début, ça a eu un impact sur les créateurs de BD assez fort. Il y a eu 50 000 copies d'Akira en franco-belge. Enfin, il y a eu pas mal de BD de SF françaises qui ressemblaient vraiment à ça. Ouais. Bon, il marche. Ouais, c'est bizarre. Ouais, il y a eu en fait au moment où si mes souvenirs sont exacts, au moment où en fait les recueils Akira ont fonctionné, donc cartonné, ça ressemblait un peu à une espèce de format comics, donc pas du tout un format manga. À l'époque, Glénat fait bosser pas mal de jeunes dessinateurs, de scénaristes pour sortir effectivement des volumes de ce type-là en couleur, avec une narration un peu plus manga. Et donc on a trouvé, il y avait des séries comme HK, Nomade. Donc on retrouve 34 ou Bûcher qui fait sillage maintenant. C'est les premiers scénars de Morvan aussi, il me semble, qui a commencé comme ça. C'était faire du manga à la française. Et si je me permets une parenthèse, c'est vrai qu'en France, ce qui est particulier, c'est qu'effectivement les trois pôles s'influencent lourdement. Mais par contre, le lectorat, moi, me semble assez cloisonné. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu des tentatives de choses, on va dire, transgenres, c'est-à-dire qu'on a demandé à des Français de faire de l'équivalent manga ou de l'équivalent comics, il y a toujours eu, ça a toujours été un peu délicat. Donc c'est vrai qu'après, il y a des exceptions comme Miton ou Tota qui ont fait Photonique, Micros, qui étaient publiés dans des magazines pour faire croire que c'était des Américains. Donc je pense que le lecteur innocent ne se rendait même pas compte. Mais pour avoir, c'est vrai qu'après toutes ces séries comme Nomade, etc., n'ont pas forcément perduré, à part HK qui est ressorti sous un format franco-belge avec un découpage en 46 pages, parce que effectivement les lecteurs ont plutôt tendance à être protectionnistes sur leur style, disant moi je lis du comics, je veux lire du comics, je veux pas lire des Français qui font du comics, ou moi je lis du manga, je veux lire du manga, même quand on voit déjà la difficulté du manga coréen, par exemple, à s'imposer, parce qu'il y a plein d'éditeurs qui ont essayé d'importer ça en France. Déjà, les gens regardent ça avec un œil un peu soupçonneux, en se disant ouais, ça ressemble un peu du manga, mais en tout cas, il y a peu d'éditeurs ou peu de séries qui arrivent à fonctionner, même s'il y a des trucs intéressants. Enfin voilà. Donc, d'ailleurs, tu parlais effectivement des Français qui faisaient du manga. ouais. Il y a une revue Shogun, non, qui est sortie. Ouais, bah, à un moment. Je sais pas si ça n'a pas fonctionné. Ouais, parce que Glénat, à un moment, avait sorti justement pour faire de la prépublication, me semble-t-il, en kiosque. Ouais, ça a été. Ouais, il y a eu. Même là, par exemple, une des dernières tentatives, c'était Soleil qui a essayé d'adapter en fait leurs séries majeures comme L'Enfeuse des Étoiles, Universal War One en format comics, pour essayer justement de récupérer, de se faire une place dans le marché américain. Ils ont essayé de les sortir en France. Par exemple, il y avait L'Enfeuse des Étoiles qui est sorti format comics avec un redécoupage pour avoir une narration avec moins d'images par page pour que ça fasse plus BD américaine. A priori, ça a été un bon flop. Ouais.